Moi, je mange 3 fois par jour, en moyenne. Alors, de temps en temps, je vais chez le médecin. Une fois, j'ai eu besoin d'un avocat. Un architecte, je pense que si ça arrive, ça sera exceptionnel. Mais 3 fois par jour, j'ai besoin des agriculteurs. Et je dois me procurer des aliments. Je dois aller faire des courses. Et ben, je me suis rendu compte qu'au moment de me procurer mes aliments, je suis sous influence. Je subis beaucoup d'influence. Et c'est ce que je vais essayer de parler dans cette conférence gesticulée. Alors, conférence, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui a du savoir et qui va vous le transmettre. Et gesticuler, c'est donc par rapport à quelqu'un qui a du savoir froid, ben, c'est quelqu'un qui est pris dans une situation, qui en parle, et ça c'est du savoir chaud. Donc il y a un côté autobiographique dans la conférence. Alors, mes parents, ils m'ont appelé Olivier. Alors c'est drôle parce que c'est un nom d'arbre. Un arbre, ça a des racines qui plongent dans le sol, puis ça a des branches qui se lèvent vers l'horizon, vers le ciel. Et Olivier, bah, c'est un symbole de paix. Et là, vous voyez, c'est drôle parce que quand j'étais à l'école primaire, en collège, je n'ai jamais pu supporter un film de guerre. Alors il faut dire, mon père était français, ma mère était allemande. Et on a vécu pendant plusieurs années au Maroc. Et quand on est arrivé en France, mon père a voulu changer de boulot, on est arrivé en plein cœur de la Bretagne, dans un petit village du Finistère. Et le jour de la rentrée des classes, et ben, j'entendais murmurer autour de moi, c'est la Boche, elle, la nouvelle. Ah bah lui, alors, bah, c'est le fils de la Boche, quoi. Hein, bah, c'est un Boche aussi, quoi. Alors, on a passé les grilles de l'école, puis ça s'est amplifié. Alors, autant dire, bah, il y a eu des insultes, il y a eu des coups de poing, il y a eu des larmes aussi. Il a fallu que je fasse mon trou. Au bout de quelques temps, j'ai eu des copains, et quand on regardait un film de guerre ensemble, et ben, pour moi, c'était difficile. Parce qu'un film historique de guerre, c'était forcément les troupes alliées contre les troupes allemandes. Et c'est forcément toujours les mêmes qui gagnent. Alors mes copains, ils se réjouissaient. Ils disaient « Ouais, super, on a gagné !» Et moi, à l'intérieur, ben, j'avais comme une tension. Parce que d'un côté, j'étais content. Et de l'autre côté, ben, j'étais triste et honteux de cette guerre. Ça me faisait un nœud à l'intérieur et je me disais « Mais ça c'est pas normal. » Et puis que les autres, ils me traitent de Boche. Ben, ça, c'est pas normal non plus. Alors, ma maman, je pense qu'elle a été comme beaucoup de mamans. Elle avait envie que ses enfants mangent bien pour bien grandir. Et elle avait connu la guerre, elle nous l'a raconté, sa guerre. Dans le sud de l'Allemagne, à Stuttgart, elle m'a parlé souvent du rationnement. Rationnement, vous receviez des carnets de tickets et en échange de chaque ticket, vous aviez un morceau de viande, un morceau de fromage, de la farine. Vous aviez des aliments en échange des tickets et au fur et à mesure que la guerre a avancé, en échange de chaque ticket, vous aviez des rations qui se réduisaient. Et ça a continué même après la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand les Américains ont occupé le sud de l'Allemagne, eh ben, le rationnement a continué. Et comme son petit frère il était malade, mon oncle, il avait une constitution fragile, ma mère elle s'est privée. Elle lui a donné ses rations pour qu'il puisse retrouver la santé. C'est comme ça même qu'elle a appris à fumer parce que le tabac, ça lui coupait l'appétit. Alors quand elle a commencé à nous nourrir, mon frère et moi, ben, elle nous donnait des bonnes portions. Alors au bout d'un moment, il y a de l'éducation qui se mêle à l'alimentation. Il fallait finir l'assiette.
Au début, il y a des arguments genre fais plaisir à ta maman, fais plaisir à ton papa. Et puis au fur et à mesure que nous avons grandi avec mon frère, le jeu ça a été de demander une petite portion dans l'assiette pour être sûr de la finir et de ne pas en manger plus que notre faim. Mais là, dans ce cas, il y avait un autre argument. Il en reste dans le plat, il faut finir. Alors, en grandissant avec mon frère, un jour, on a interrogé notre mère, on lui a dit, mais non, on a mangé assez pour aujourd'hui. Ce qui reste, ça sera pour demain. Et là, ma mère nous a répondu, non, vous ne pouvez pas savoir. Il faut manger aujourd'hui, parce que demain, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Et ça, vous voyez, ça peut être une des influences au moment où on achète à manger, c'est avoir connu la privation, la faim. Et alors chaque fois que je mets quelque chose qui peut m'influencer quand je fais mes achats, je mets une pince à linge. Enfin, des fois j'oublie de la mettre. Puis peut-être que vous penserez à des choses qui seront des épingles pour vous qu'on pourrait mettre là-dessus. Alors les films de guerre, c'était râpé, hein. Totalement râpé. Alors heureusement, quand on allait au cinéma, il pouvait y avoir les films de KPDP. Il y avait toujours les nobles contre les traîtres. Il y avait aussi les films de gangsters. Il y avait la loi, les incorruptibles, et puis il y avait les bandits. Puis il y avait les cow-boys. Les bons contre les méchants. J'adorais les films de cow-boys. Parce que déjà, c'était en cinémascope, en couleur. Et puis les paysages dans les westerns, ça ressemblait aux paysages que j'avais connus au Maroc. C'était des grandes plaines désertiques, avec des cailloux, avec des petits buissons épineux, tout desséché. Les paysages que j'avais connus, et les gars, ils avaient le chapeau, ils avaient le colt sur le côté, et puis ils montaient à cheval toute la journée. Ça ressemblait à des vacances. J'aimais bien les films de cow-boys et d'Indiens. En fait, non, il y a eu un truc là sur les films d'Indiens, c'est que ma mère, elle avait un livre à la maison, un livre sur les Indiens, un livre de Georges Catlin. Et toute mon enfance, j'ai ouvert ce livre pour les images, seulement pour les images. C'est beaucoup plus tard que j'ai lu ce livre. Georges Catlin, c'est un type qui était fils d'avocat, avocat lui-même, puis un jour, il a gardé son fusil, sa canne à pêche, il a vendu tout le reste pour s'acheter des toiles, des peintures, des pinceaux, des feuilles, des crayons. Et il cherchait à consacrer sa vie à l'art. Et dans la ville où il habitait arrive une délégation d'une quinzaine d'Indiens. Ça se passe dans les années 1850. Et là, il tombe en admiration devant les Indiens. Et il se dit, c'est à ça que je veux consacrer ma vie. Et il écrit dans son carnet, nos costumes bleus et gris et toutes les expressions de notre civilisation ne font pas que masquer la nature, ils la réduisent. L'homme, vivant dans toute sa simplicité et sans aucun artifice, voilà le plus beau modèle que l'homme puisse trouver. Alors il s'est acheté un cheval, une mule, il est parti dans les plaines de l'Ouest à la rencontre des tribus indiennes et il a dessiné pendant des années, il a dessiné ce que les Indiens utilisaient, les calumets, les massues, les tomahawks, il a dessiné les habitats, il a dessiné les cérémonies, les scènes de chasse au bison l'été, chasse au bison l'hiver, dans la neige. Et puis il a fait des portraits. Il a fait des portraits comme celui qu'on trouve sur la couverture du livre. Il a peint des hommes, des femmes, des enfants, des familles. Et dans mon regard, il se dégageait une harmonie de ces images. Et quand dans les films de cow-boys, il y en a qui commençaient à dire que les Indiens c'était des voleurs et des traîtres, et ben moi, ça me faisait un nœud à l'intérieur. Et je me disais, mais cette manière de parler des Indiens, ça, c'est pas normal. Alors il y a eu le moment où on est venu en France, et là il a fallu s'organiser et manger à la cantine. Alors au départ, ça a été une fois par semaine. Et là, en fait, comme j'y venais irrégulièrement, j'étais le bouche-trou. Je venais là où il y avait des absents. On me mettait à une table et je
je pense que dans l'année, comme c'était une école où il y avait beaucoup d'élèves, il y avait une école primaire, il y avait un collège, je n'ai jamais mangé 2 fois à la même place, ni 2 fois avec les mêmes voisins de table. Ça, c'est impressionnant. Parce qu'à la maison, manger, c'est un acte qu'on fait en famille, c'est un acte qui se fait dans l'intimité de la famille ou avec des amis. Et là, manger avec des inconnus, ben, moi, ça m'impressionnait. Je trouvais ça très peu convivial. Manger, convivialité. Et puis le premier jour, à la cantine, on nous a servi de la langue de bœuf, sauce piquante. Des petits bouts de cornichons dans la sauce. J'avais jamais mangé ça, mais j'ai fait ce que ma mère m'avait toujours dit, faut finir. J'ai fini mon assiette. Oh, ça a passé. Apparemment, il y en a chez qui ça passe pas. Là. Moi, ça a passé. Et bien, le jeudi suivant, c'est pas le jeudi, mais la semaine suivante, et ben, on a eu de la langue de bœuf sauce piquante. Tiens, c'est bizarre, c'est le reste de la semaine dernière. Ouais, j'ai fini mon assiette. Et la semaine suivante, et toutes les semaines qui ont suivi, on a eu de la langue de bœuf sauce piquante. Et ben là, je crois que je me suis lassé. Au bout d'un moment, la langue de bœuf sauce piquante. Vous voyez, c'est quand on a envie de manger, quand on a envie de passer à table, on a besoin d'aliments qui font plaisir. Le plaisir, c'est important pour être à table, et puis aussi la variété, quoi. Manger tout le temps la même chose, ça peut être lassant. Et quand j'étais gamin, il y a des événements qui se sont produits dans la réalité qui m'ont enflammé, qui m'ont emballé, parce que c'était encore mieux que dans les films. C'était la science-fiction au quotidien. Ça a été la conquête spatiale. Fin des années 60, début des années 70. On avait déménagé, on habitait à Rennes, et en face du collège, il y avait une agence Paris Match. Ils affichaient tout le temps les meilleures pages dans la vitrine. Alors moi, à la sortie des cours, j'en ai passé du temps à lécher les vitrines. Hein. Et puis quand il y avait des belles photos des expéditions sur la Lune, eh ben, je prenais mon argent de poche, je m'achetais le numéro, je découpais les pages et je les affichais dans ma chambre. J'ai tapissé ma chambre avec des photos de paysages lunaires ou des cosmonautes. Je vous ai amené une photo. C'est une photo qui a été prise au cours de la mission Apollo 8. C'est-à-dire que c'était une des missions préparatoires à la mission Apollo 8, la mission où l'homme a marché sur la Lune. C'est une des premières photos qui d'ailleurs a commencé à faire que je m'emballe pour ces expéditions lunaires. Mais emballé à un point vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que le 21 juillet 1969, avec mes parents, on était en vacances dans une pension de famille, on a mangé tout, on a un peu joué le jeu de cartes, et puis on est monté dans la chambre vers 9h, et moi je devais mettre mon pyjama pour aller au lit. Et ma mère en même temps, elle avait un petit poste de radio. Elle écoutait, elle avait trouvé une station qui diffusait des nouvelles en direct de la NASA. Et puis elle nous traduisait au fur et à mesure. Elle nous disait « Ah, ça y est, le module lunaire s'est séparé de la capsule Apollo. » Ils ont envoyé un truc qui allait tourner autour de la Lune et puis un autre qui allait descendre. Alors, moi je visualisais les étapes, hein, parce que j'avais déjà vu des photos, je visualisais toutes les étapes, séparation de la capsule, le module lunaire descend, puis elle nous traduit au fur et à mesure. Moi je suis là avec mon pyjama, je suis bloqué, j'arrive plus à bouger. Et le module lunaire se rapproche du sol, et au bout d'un moment, ma mère annonce, ça y est, les Américains se sont posés sur la Lune. Et moi là, j'ai fini d'enfiler mon pyjama, j'ai plongé dans mon lit, la tête sur l'oreiller, j'avais des yeux pleins d'étoiles. Parce que je savais ce qui allait se passer quelques heures après, aux environs 3h du matin, heure française. Neil Armstrong, dans sa tenue de cosmonaute. Il descend l'échelle du module lunaire, il est sur une petite plateforme, et là, one small step for man, a giant leap for mankind.
Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Et là, cette séquence-là, c'est une spéciale dédicace pour mon fils qui demande « Qu'est-ce que tu fais, papa? Une conférence? Quoi? Gesticuler ?» Alors, je vous montre la photo quand même, je vous l'ai promise. Cette photo, elle a été prise en décembre 1968 par la mission Apollo 8, par Bill Anders. La mission Apollo 8, c'est la première mission qui s'éloigne de la Terre et qui va tourner autour de la Lune. Jusqu'à présent, quand on fait des photos, quand les cosmonautes sont dans l'atmosphère, enfin au-delà de l'atmosphère, quand ils prennent des photos, ils prennent la Terre partiellement. Et là, on est tellement éloigné de la Terre qu'on va enfin pouvoir faire une photo où la Terre rentre entièrement dans le cadre. Et là, en plus, dans le cadre, on a aussi la Lune. Cette photo s'intitule « Lever de terre sur la Lune ». Cette photo a été classée parmi les 100 photos qui ont changé la conscience du monde. Déjà, pour la première fois, on peut voir la Terre entièrement avec comme fond l'espace. En plus, il y a un effet miroir. Au moment où la photo est prise, il y a des gens sur la Terre qui sont devant leur télévision. Donc, qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? Ils voient l'image de la Terre. Ils sont en train de se regarder. Cette photo a fait changer la conscience du monde pour différents points, dont le principal, c'est que cette photo, elle nous montre que on a une capsule cosmique qui suit une trajectoire dans les confins infinis de l'espace et à bord de laquelle il y a 3 hommes qui se retournent et qui regardent et qui voient un vaisseau cosmique qui suit une trajectoire dans les confins infinis de l'espace et à bord de laquelle il y a 3 milliards d'humains. Vous là, vous êtes assis sur vos chaises, vous êtes couché par terre, vous êtes peut-être à l'aise, vous êtes sur la Terre. Vous avez cette conscience-là, la gravité qui fait qu'on a nos 2 pieds sur la Terre. Et cette photo-là a changé la conscience de l'humanité parce que pour une fois, on est en train de dire nous sommes dans une capsule spatiale. Alors il y a des choses qu'on peut comparer. La capsule spatiale, à bord il y a 3 hommes qui sont séparés du vide intersidéral uniquement par l'épaisseur de la capsule, l'épaisseur du métal et par les joints. Les 3 milliards d'humains sont séparés du vide sidéral uniquement par l'épaisseur de la couche de l'atmosphère. Pour vous donner une représentation de la couche de l'atmosphère, si on rapporte le diamètre de la Terre au diamètre de mon bras, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est l'épaisseur de l'épiderme. C'est ça qui nous protège du vide sidéral. Après, il y a des différences. Nous, sur la Terre, on peut cultiver, on peut avoir notre nourriture sur la Terre. La capsule spatiale, c'est grand comme un combi Volkswagen. Impossible de cultiver sur place ce qu'on veut manger, donc on a dû apporter des vivres. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Je reviens un petit peu en arrière dans ma conférence. Nous avons donc Neil Armstrong qui a enfilé sa tenue de cosmonaute. Son comparse Buzz Aldrin a fait de même. Il s'apprête à aller marcher sur la Lune. Pour sortir du module lunaire, en fait, il faut ouvrir une petite trappe. L'air qui est dans le module lunaire s'échappe dans le vide. Neil Armstrong doit en fait s'accroupir, se mettre à 4 pattes et reculer pour pouvoir sortir du module lunaire, et il pose son pied sur le premier barreau de l'échelle. À ce moment-là, Buzz Aldrin lui tend un sac. Neil Armstrong prend le sac et le jette au pied du module lunaire. Ensuite, il descend de l'échelle et il dit les phrases historiques qu'on lui dit de dire. Ce sac, c'est un sac qui s'appelle le Jettison Bag. C'est un sac qui fait 1m10 de haut, 70 cm de large. C'est un sac technique que les cosmonautes ont emporté avec eux et qu'on aperçoit donc sur différentes photos qui ont été prises
au cours de l'expédition Apollo 11. Dans toutes les autres expéditions, ils auront le même sac. Ce sac est resté sur la Lune. Au moment de repartir, donc les réservoirs qui ont permis la descente et l'atterrissage et l'échelle vont rester sur la Lune. Il y a uniquement un bout de la capsule qui repart, enfin du module lunaire qui repart vers la capsule. Et donc il reste les réservoirs vides, il reste 2-3 instruments scientifiques et il reste le Jettison Bay. Ce sac contenait les emballages et les restes des repas. Alors il y a des gens qui vont me dire mais c'est pas grand chose, c'est un point dans les espaces infinis de l'univers. Oui, un point dans l'infini de l'univers, c'est 3 fois rien, bien sûr. Bien sûr, c'est rien, c'est pas grand chose. Vous voyez, moi j'habite en haut d'une colline et il y a un petit parking qui domine le village. Et alors on voit aussi la zone industrielle, l'agglomération lyonnaise au moins. Vous voyez, quand il y a les lumières, c'est beau une ville la nuit, hein, ça, c'est tout illuminé. Alors du coup, sur le parking, il y a des jeunes qui montent en bagnole, ils se garent. Puis là, ils discutent, fument des clopes, fument pas que des clopes, se bécotent entre eux, voilà. Et puis, au moment de repartir, ils ont toujours le même geste. Ils ouvrent la fenêtre de la voiture et ils laissent les emballages du fast-food qu'ils avaient acheté en même temps. Et ça, c'est tous les jours. J'ai choisi de vous raconter cette anecdote sur Apollo 11 parce que pour moi, elle est emblématique du rapport entre l'alimentation, le progrès et ses conséquences. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir la conférence gesticulée de Tiffaine Ducharme, des déchets et des hommes. Alors voilà, ça c'est donc voilà la petite pince, faut pas que j'oublie là. Bon, des fois j'oublie. Je savais qu'à la maison, avec ma mère, nous mangions des plats qu'aucun autre dans mon école ne mangeait. Parce que c'était des plats avec un nom allemand. C'était impossible que les autres en mangent. On avait du Griffmarn. On avait... alors il y a un nom qui ressemble à un nom savoyard, de la polenta, hein, un truc avec la semoule de maïs. On avait aussi du Reisanflaf. Alors Tiffaine, t'as pris ta feuille parce que tu m'avais demandé la recette. Donc le Reisanflaf, en fait, vous commencez par cuire un riz au lait. Vous prenez 2 decilitres de riz, vous le faites cuire avec 50 centilitres de lait. Quand c'est cuit, vous prenez 4 œufs et puis 80 grammes de sucre. Le sucre et les jaunes d'œufs, vous mélangez avec le riz. Ensuite, vous prenez les blancs, vous les battez en neige. Et après, vous mélangez le tout délicatement. Après, vous prenez un plat qui va au four, vous le beurrez, vous mettez de la chapelure autour, hop, vous mettez ce que vous avez préparé au four, vous attendez 50 minutes. Et puis après, vous le mangez chaud ou froid, avec, par exemple, des quetchs, un sirop, ou des poires au sirop. Ça, je savais que personne d'autre dans mon école ne mangeait ce genre de choses. Souvent, l'alimentation, les questions de nourriture, c'est lié à une culture. Vous voyez, par exemple, avec mon épouse, elle est trop Franche-Comté. Depuis que je l'ai épousée, je n'ai plus jamais acheté des mentales. J'achète du comté. Et je vous assure, c'est meilleur. Non, je dis ça en rigolant parce que, par exemple, elle a essayé aussi avec la campoyote, ça n'a pas réussi. Oui, alors la première fois où j'ai officiellement entendu parler du progrès, c'était à l'école primaire. Mon instituteur, c'était un homme qui avait beaucoup d'autorité sur sa classe. Et puis en plus, il nous faisait des leçons de morale. Il nous faisait aussi des leçons de bon sens. On ne doit jamais toucher les fils électriques tombés à terre. Et il nous inculquait en fait un sens de la vie. Et un jour, il s'est mis à dessiner au tableau des figures géométriques imbriquées les unes dans les autres, un espèce de Tetris complètement biscornu.
Bon, alors vous voyez, ça c'est des champs. Et les traits que vous voyez, c'est les haies. Ah oui, d'accord. Champ, d'accord. Alors, Monsieur Le Guen, il possède ce champ et ce champ. Et Monsieur Martin, il possède ce champ et ce champ. Alors quand Monsieur Le Guen veut aller cultiver son champ, eh bien, il va dans le premier champ, mais il n'a pas fini son travail. Alors, s'il veut cultiver son deuxième champ, eh bien, il doit faire tout le tour. Il prend la départementale, il passe par le carrefour de la Croix-des-Îles, ensuite il remonte la nationale sur Saint-Sorbette, il remonte par la rue de la Forêt, il est arrivé à son deuxième champ. Et il peut le cultiver. Mais après, il doit aller cultiver son troisième champ. Donc il ressort par la rue de la Forêt, il repasse, il reprend le bout de la nationale jusqu'au carrefour du village, et après il remonte, et là il est à son troisième champ. Et là seulement, il va avoir fait cultiver ses 3 champs. Et puis pour Monsieur Martin, bah, c'est pareil. S'il veut cultiver ses champs, il doit aller d'abord dans ce champ, et ensuite il doit aussi lui faire tout le tour pour aller à son autre champ. Voilà. Alors, les décisions qui ont été prises, c'est le progrès, ça va être plus pratique et plus facile. Ça s'appelle le remembrement. Et là, mon instituteur, il prend sa tableau et il commence à effacer des traits blancs. Voilà. Vous voyez maintenant, cette surface de champ là, on va toute la donner à Monsieur Le Guen. Et les champs qu'il avait là, on les donne à Monsieur Martin. Et vous voyez, au final, alors il efface, au final, Monsieur Le Guen, il a la même superficie. Et Monsieur Martin, il a la même superficie. Donc quand ils voudront aller cultiver leur champ, ils auront une seule surface à cultiver. Et ils éviteront de faire tout le tour du village avec leur tracteur. Le progrès, c'est plus facile. Avec le progrès, c'est plus pratique. Moi, il m'avait vendu l'idée. J'ai un œil à peu près géométrique, je vois les superficies. Ben oui, apparemment, c'est la même surface. Donc, au fond, finalement, bien sûr, ils ont la même chose, chacun au bout du pont. Ben oui, pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Ben oui, il m'a vendu l'idée. Il m'a vendu l'idée, puis j'avais oublié cette histoire-là. Jusqu'en février 1974. Et là, après le repas du soir, avec mon père, on est devant la télévision, on allume les infos. Alors, à l'époque, on n'avait que ça pour avoir des infos. Hein? La première ou la deuxième chaîne, il n'y avait que ça. Et on voit Léon Zitrone qui nous annonce que suite à des pluies exceptionnelles qui sont tombées sur le Finistère... Oui, je parle trop fort, c'est ça? Ouais, je me suis... Merci. Là, reste assise là-bas, hein, parce que tout à l'heure, j'ai des trucs... Merci pour eux. Merci pour leur temps. Donc, suite à des pluies exceptionnelles qui sont tombées sur le Nord Finistère, les 2 rivières qui arrivent à l'entrée de Morlaix ont débordé de leur lit et ont inondé le centre-ville. Morlaix, c'est à 25 km de là où on était. On y allait régulièrement, genre toutes les 2-3 semaines, et on voit la rue principale qu'on connaissait, c'est celle qui est au bord de la rivière, avec de l'eau jusque-là. Vous voyez les images avec les voitures, hop, il n'y a plus que le toit qui dépasse. Et mon père, qui est ingénieur, donc il est forcément du côté du progrès. C'est un taiseux, mon père, il dit très peu de choses. Et là, il lui sort une réflexion, il dit ah ben voilà, tous ceux à quoi ils sont arrivés avec leur remembrement. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit là? Attends, moi ça m'a fait une tension à l'intérieur. Attends, mon instinct, il avait dit c'est le progrès, c'est bien, c'est pratique. Et puis lui, il dit attends, c'est le progrès, ça... Le remembrement, historiquement, c'est quelque chose qui a été mis en place suite à la Seconde Guerre mondiale. Il faut nourrir les populations. Et nos alliés, les Américains, nous vendent l'idée. Ben, il va falloir augmenter la productivité et mécaniser. Et puis, avoir des parcelles plus grandes si on mécanise. Voilà l'intérêt. Alors, ils vont demander, les Américains, une seule chose en échange. C'est là où ils ont été très forts. Très très forts. Une toute petite chose. Tu sais, le genre d'accord que tu ne peux pas refuser finalement au fond, au bout du compte. Ils ont demandé, en échange de la réflexion, de la technologie qu'ils nous amenaient, ils ont demandé la gratuité sur les produits culturels américains. Et en plus, en matière de cinéma, ils ont obtenu une autre chose. Ils savent que les Français seront feignants,
et auront du mal à regarder des films américains en langue originale et de lire les sous-titres en même temps. Donc ils obtiennent même le doublage des films. Le gouvernement français a été d'accord. Le remembrement a été un des aspects du plan Marshall. Et les Américains, tout en préparant la mécanisation de l'agriculture, ils ont préparé l'américanisation des esprits. Sniff. Il faut dire qu'en fait, à ce moment-là, il y a des coins de la France, on va dire, qui sont en retard de développement. Par rapport à ce qu'on peut voir dans les films américains, il y a des coins, dont le Finistère, où on habite, où les paysans ont le choix entre suivre les propositions du plan Marshall ou alors ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis le temps qu'ils en rêvaient, de la ville, de ses secrets, du formica et du cinéma. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, le temps d'attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Merci Jojo. Alors, les paysans, je dis paysans, à l'époque, il y avait une connotation injurieuse en utilisant ce mot-là. Je dis les paysans, je les ai rencontrés. En 78, j'ai un travail. Je suis ouvrier prospecteur géologique. Je dois aller prendre des échantillons, là où on me dit d'aller les prendre. En général, donc, dans des forêts, dans des bocages, dans les champs. Et pour ça, je dois rencontrer les paysans. Et du coup, des fermes, j'en ai vu. Alors, il y en avait beaucoup, par exemple, devant la ferme, et ben en fait, il y a de la terre battue. Enfin, j'ai aucun problème avec la terre battue, c'est juste, quand il pleut, ça fait un peu de la gadoue. Mais tout le monde sait qu'en Bretagne, il pleut rarement. Et donc, les paysans, on va leur expliquer qu'on va venir dans leur champ, on va faire des trous plus ou moins profonds, ça peut descendre entre 2 mètres et 40 mètres de profondeur. Donc en fait, on va piétiner ce qu'ils ont cultivé, et il y a un système d'indemnisation, et en fonction de ce qu'ils ont planté, ils vont être indemnisés, et on leur amène les papiers. Donc ils nous reçoivent, il nous faut entrer dans la ferme, ils nous reçoivent dans la pièce à vivre, la cuisine, salle à manger, salon. J'ai jamais vu un canapé en cuir dans une ferme bretonne. Non, en général. Donc déjà, le plancher, c'est du bois brut, quoi, usé, grisâtre. Après, il y a une grande table, en général, avec un banc de chaque côté, une toile cirée. Il y a un évier en pierre dans un coin. Pour chauffer la pièce, eh ben, il y a une cheminée. On est loin du confort que proposent les Américains. Puis là, bon, une fois qu'on a expliqué notre baratin, ils sortent des verres, on va boire un coup ensemble. Vous voyez, c'est comme ça qu'on marque un accord. Il n'y a pas besoin de signer en bas d'un papier. Il y a un moment convivial autour d'une table, autour d'un verre, qu'on passe ensemble. Et là, j'aurais préféré être plutôt dans les Côtes-du-Rhône ou dans le Mâconnais, parce qu'on était en Bretagne. Et ils me sortent à chaque fois des bouteilles de vin rouge en plastique. Vous en avez fait l'expérience? Vous savez, la même cuvée que celle que j'ai vue. Tu m'as l'air bien jeune, et pas trop éteint. Parce qu'en fait, c'est une expérience à faire. Alors, on vous sert déjà dans un verre Duralex. Et quand vous goûtez ce vin-là, vous avez une sensation,
C'est entre la brûlure au 3e degré et l'anesthésie. Et en plus, ça vous donne l'impression de subir un scanner. Parce que vous sentez que ça descend dans le gosier, ça suit l'œsophage, ça arrive dans l'estomac. Là, la sensation se calme un peu, mais vous avez suivi le trajet, vous vous demandez, mais où c'est que ça va? Et sans vous rendre compte, là, il y a un truc qui monte à la tête, une chaleur qui monte. Et je me rappellerai toujours, il y a un matin, on est un lundi matin, pour commencer la semaine, donc on était parti genre à 6h du matin de Rennes, on devait aller au bout du Finistère avec notre voiture de service, 2 chevaux fourgonnette avec le matériel. On était à dedans, à l'époque la 4 voies qui traverse la Bretagne, c'était une idée, un peu vague, en pointillé, donc on roulait à 80 à l'heure en moyenne. On arrive genre vers 11h du matin, on n'a plus rien dans le ventre, on a 3 fermes à visiter. La première ferme, après le premier verre, je regarde la bouteille, la jolie fille qui sourit, ben, je la trouve charmante. Et puis la deuxième ferme, le deuxième verre que j'ai vu, ben, je trouvais qu'elle avait une démarche assez attirante sur le chemin qui mène au village. Et puis ben, après le 3e verre, j'avais envie de la tutoyer, de lui demander si on pouvait garder les bouchons ensemble. Ouais. Et donc c'est à l'époque aussi où je me suis rendu compte qu'en 78, le remembrement se pratiquait encore. Malgré ce qui s'était passé à Morlaix, et puis malgré ce qui s'est passé les années suivantes, comme par exemple en 75, là c'était en Normandie qu'il y avait eu trop de pluie, là c'est Étretat qui avait été inondé, Saint-Valery-en-Caux, là c'est des torrents de boue qui ont déversé dans le village, il y a eu 2 morts. Et le remembrement se pratique encore. Dans le champ où je dois prendre mes échantillons, je les vois, ils sont là avec l'équipe, ils ont préparé le bulldozer. Une haie en Bretagne ou en Normandie, une haie de bocage, c'est un truc, ça fait 3-4 mètres, plus à la base. Ça n'a rien à voir avec une haie de jardin entre elles, là, hein. C'est un truc, c'est des ronces pour les murs à l'automne. C'est des buissons, c'est des épineux, c'est des arbustes, c'est des arbres. C'est un écosystème. Quand il pleut, ça garde la flotte dans le sol. C'est aussi un écosystème parce qu'il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des reptiles, il y a des batraciens, il y a des insectes. Et les gars, ils ont enquillé la haie avec le bulldozer. Et ce que mon instituteur avait effacé avec un trait de brosse à tableau, ils vont le faire, sous les yeux. Démarre le bulldozer, ils enquillent la première. Le bulldozer, il avance tout doucement. Et puis les ronces, les buissons, les épineux, les arbustes. J'imagine sous terre les animaux qui se disent là je suis bien dans mon terrier, il se passe un truc dehors, je suis bien dans mon terrier, je vais rester dans mon terrier. Là le bulldozer qui avance, qui écrase tout, qui avance. Il y a un arbre, il arrive à l'arbre, il accélère à peine, le chauffeur à peine. Et il y a l'arbre qui tombe. Il y a tous les oiseaux qui sont là. Et là je me suis dit, mais attends, on sait que ça posait problème, il continue, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et la sensation que ça m'a fait à ce moment-là, c'est une sensation comme ça. Cette sensation comme ça, je pense que les gens qui sont de ma génération, vous avez peut-être observé que les tracteurs sont devenus de plus en plus gros avec le temps. Moi j'ai un ami qui habite vers Villars-les-Dômes. Il me dit, moi tu vois, avec ma surface de terrain, j'ai pris un tracteur qui fait 50 chevaux, c'est largement suffisant. Mais mes voisins autour, ils ont un peu plus de surface, 50, 80 chevaux de tracteur, ça serait suffisant. Non, ils ont des tracteurs qui font 200 chevaux. À quoi ça leur sert? À quoi ça leur sert, là, d'être au volant d'une machine et puis de penser qu'ils ont plus de course? Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont aussi des sortes de charrues qui descendent de plus en plus profond dans la terre, parce qu'il faut la retourner, la terre. Vous savez comment ça marche, la terre? Moi, on ne l'a jamais appris à l'école. Les travaux de Claude et Lydia Bourguignon, qui étaient chercheurs à l'INRA. Vous prenez de la forêt, faites un trou dans la terre de la forêt, donc vous avez les feuilles qui se décomposent, les couches de décomposition, il y a l'humus, vous regardez à la loupe au microscope, il y a des organismes vivants. Ils vivent là-dedans, ils creusent des galeries. Quand il pleut, l'eau, elle coule, elle est absorbée dans les galeries et elle va jusqu'à la nappe phréatique. Quand on retourne la terre sur une grande profondeur, on la retourne, c'est le principe, hop,
on met à l'air des organismes, ça s'appelle anaérobie, ils ne supportent pas l'oxygène, ils ne supportent pas les UV, donc ils meurent. Là, il y a une différence de couleur entre la Terre qui est bien noire et la Terre qui est marron clair. La Terre, la pluie qui tombe dessus, comme la Terre elle est compacte, il n'y a plus de galerie, et bien la pluie elle ruisselle, et c'est comme ça qu'on a les inondations. Et puis la Terre elle ne vaut plus rien. Et c'est là où les paysans sont devenus exploitants agricoles. Ils ont un substrat qui vaut plus grand chose, mais ils mettent des pesticides dessus pour finir par quand même avoir une production agricole. Quoi? Hein? Ils mettent des engrais, c'est ça. Ils ne comptent pas sur la terre pour ce qu'elle peut produire elle-même. Moi, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ça me donne l'impression qu'à un moment donné, on est en train de faire la guerre à la terre. Et que beaucoup de nos activités humaines, nos activités de guerre, ont été transposées à nos activités quotidiennes. Et même si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, mon module lunaire sur la Lune, la partie qui est restée sur la Lune avec l'échelle pour descendre, les Américains, ils avaient laissé une plaque dessus. Alors c'est pas une plaque du genre ce module lunaire appartient à la NASA, veuillez le rapporter s'il vous plaît. Des fois que les aliens, ils arriveraient à lire l'anglais, tu vois. Non, ils ont mis un truc symbolique. Ils ont mis We came in peace. Nous sommes venus en paix. Et je te bénis, mon fils. Non, attendez. C'est là que je réalise, moi, qu'à un moment donné, eh ben, les Russes et les Américains, ils se sont tirés la bourre pendant des années. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés sont des ennemis. Pour les Américains, l'ennemi c'est le communisme, et pour les Russes, l'ennemi c'est le capitalisme. Et ils veulent se tirer la bourre. Donc les Russes, ils ont pris les technologies des armées nazies et ils envoient une fusée dans l'espace. Premier satellite, Sputnik. Après, ils envoient une chienne, après, ils envoient le premier homme, Yuri Gagarin. Ils envoient même la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Les Américains, ils sont en retard et ils flippent. S'ils sont capables d'avoir des fusées, ils sont capables de nous envoyer des têtes nucléaires sur la tête. Et ça, jamais. Alors, ils y mettent les moyens, ils y mettent le paquet, ils construisent leurs fusées aussi, et ils gagnent la deuxième manche. Mais c'est les technologies de guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pour ça qu'ils ont vendu leur civilisation à notre pays. Ils savent que les intellectuels français ont les yeux tournés vers Moscou. Ils savent qu'en France, on a des résistants communistes. Après la guerre, ils sont armés. Donc, l'air de rien, ils nous ont vendu leur modèle de civilisation. Et après, les Russes et les Américains, ils ont fait la guerre par pays interposés. Vietnam. Vietnam Nord soutenu par les Russes, Vietnam Sud soutenu par les Américains. C'est embêtant là-bas parce qu'il y a des forêts tropicales. On ne voit pas où sont cachés les rebelles. Tiens, on va demander à l'agro-industrie de nous fabriquer des produits qui vont nous permettre de raser la forêt. Et donc de 61 à 71, ils ont répandu l'agent orange sur les forêts tropicales du Vietnam. Premier résultat, c'est que les militaires qui avaient utilisé ces produits, ils ont chopé des trucs cancer non-hodgkinien, mélano-hodgkinien, voilà, que des trucs sympas. Ils ont demandé réparation à l'armée américaine. Et le Vietnam a demandé aussi réparation à l'armée américaine parce que, à côté des forêts, il y avait des villages. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Il y a des enfants qui sont nés avec des malformations. Et là, on s'étonne, par exemple, que le Vietnam vient d'annoncer qu'il refusait d'importer du Roundup. Alors, c'est là celui qui a la mèche orange. Il s'en est offusqué.
Alors, comme c'est un accord commercial, ils sont en train de regarder les États-Unis, parce que s'il y a un pays qui refuse d'acheter du Roundup, ça pourrait se répandre. Hein. Donc ils essayent de voir actuellement si ça pourrait se répandre, et donc ils voudraient contourner la décision du Vietnam. Ils sont en train de regarder les accords commerciaux, si l'annonce faite par le Vietnam est dans les règles de l'accord commercial qui a été passé. Comme ça, ils pourront essayer de revenir dessus. Vous connaissez les usines qui ont fabriqué les produits qui ont été répandus sur les forêts? Il y en a une, c'est Dow Chemicals, et l'autre, c'est... Tu sais pas? Monsanto. Et là, on voit clairement qu'on n'est plus du temps des guerres napoléoniennes. À cette époque-là, les pays voulaient faire la guerre, on donne un uniforme, un fusil aux soldats, on l'accompagne avec 3-4 canons. Si c'est un officier, ben on lui donne un beau chapeau à plumes, hop, ils y vont, ils font la guerre, ils se battent entre eux. Depuis, on a eu l'industrialisation. Depuis, quand on veut faire la guerre, et ben derrière, et ben on a des usines qui commencent à tourner. Première guerre mondiale, des usines pour fabriquer les bombes. On a l'industrie chimique, fabriquer des produits qui vont servir pour la guerre. Et on a du coup des entreprises qui s'enrichissent grâce à une activité de guerre. Le Zyklon B, qui a été utilisé dans les camps de concentration, il a été fabriqué par Bayer. Bayer vient de racheter Monsanto. Donc on a des entreprises, l'agro-industrie, qui est capable de vous fabriquer ce qu'il faut en temps de guerre, et puis des engrais en temps de paix, et puis si vous tombez malade, on va vous faire aussi des médicaments. Bayer, c'est l'aspirine, entre autres, hein, vous voyez. Ça a pris une dimension que je trouve terrible. Parce qu'en plus, si vous voulez, Monsanto, ils ont été capables d'aller à contre-courant du mouvement de la vie, en fabriquant des OGM, en allant dans le cœur de la cellule. Jusque-là, on essaye de croiser les plantes. Vous savez, on prend des mâles, des femelles, on essaye de les croiser, de faire de nouvelles variétés. Notamment pour les blés, on a fait des variétés où il y a moins de tiges, donc le blé est plus court, et comme ça, il résiste mieux quand il y a du vent. Ça, c'est les progrès de la technologie. Faire un blé qui résiste. Ben oui, ça tombe bien, il n'y a plus de haies pour couper le vent. Hein. Et là, Monsanto, ils vont au cœur de la cellule, au cœur de l'ADN, au cœur du message. L'ADN, c'est un codage, où ils vont au cœur du message et ils le transforment pour que les semences qu'ils vont vendre supportent les pesticides qu'on va associer. Comme ça, ils vendent les deux en même temps, ils font un combo. Et en plus, ils sont malins, ils font des semences qui sont stériles. Stériles. C'est-à-dire que le mouvement de la vie, c'est vous avez une graine, vous la mettez en terre, il y a une plante qui sort, elle donne des fruits. Vous les mangez, vous gardez quelques graines que vous pouvez remettre en terre, ça redonne des plantes. Vous gardez quelques graines que vous remettez en terre. C'est ça depuis le début de l'agriculture. Puis même avant l'agriculture, qui n'a exploité que ce phénomène-là. C'est le mouvement de la vie. Là, ils vont contre le mouvement de la vie, ils ont vendu des semences stériles. Et ils promettent que c'est pour lutter contre la faim dans le monde. Ça, ils nous l'ont vendu. Ils ont des communicants, mais ils sont forts, les communicants. Ils disent, ah ouais, vous allez voir, avec les OGM, on lutte contre la faim dans le monde. On a vu ce que ça a donné sur les planteurs du coton en Inde. Hein? Petit résumé, rapide. Une fois qu'on leur a vendu l'idée, ils font un emprunt à la banque. Ils achètent les semences, ils achètent le Roundup. La première année, les résultats sont rendus. Ils ont de l'argent, ils commencent à rembourser la banque, mais ils gardent de l'argent parce qu'il faut racheter des semences et du Roundup. Seulement la deuxième année, les rendements, ils sont pas très très bons. Alors avec ce qu'ils ont, ils remboursent un petit peu la banque, quoi. Il faut négocier un peu des délais, et puis ils rachètent des semences pour l'année suivante. Etc. Et d'année en année, les rendements se sont effondrés. Les gars n'ont jamais pu rembourser les banques. Vous connaissez les banquiers comme ils sont, les paysans sont pris à la banque. Et là, il y en a certains qui ont choisi la solution de prendre un bidon numéro 2, le verser dans un verre, et je pense que c'est notre expérience que vient inventer le plastique. Dans le meilleur des cas, ils meurent en 6 heures. Sinon, ils mettent des jours à agoniser, et puis, comme se suicider est un déshonneur dans ces pays-là, ils laissent une veuve et des orphelins qui doivent vivre dans la honte. Tout ça pour lutter contre la faim dans le monde. Oui, alors la faim dans le monde, c'est un fléau. Je suis bien d'accord. C'est un fléau terrible, la malnutrition.
C'est un fléau terrible. Puis, on a quand même un autre fléau qui est important aussi. On sait où est la malnutrition dans quel genre de pays. Et dans notre pays, on a un autre fléau. Mon fils, il est tombé dessus quand on est allé aux États-Unis. Oui, parce que j'ai pu aller aux États-Unis parce que, enfin, vous avez peut-être rêvé d'avoir un oncle d'Amérique. Moi, j'en avais un frère à ma mère qui était parti là-bas. Donc, je voulais aller le voir ma tante, voir mes cousins. On a cassé la tirelire, on a pris l'avion, on a atterri à New York. Et puis, alors, il faut récupérer les bagages. On est crevé, il faut passer on voit le comptoir où on peut trouver le bus, la ligne de bus qui va nous amener dans la ville où on doit aller. Et puis, elle nous indique même la porte par laquelle on doit sortir pour être pile à l'arrêt de bus. Ouais, génial, on a gagné du temps. Mais ça y est, on a réglé toutes les formalités. Ça y est, on est en Amérique, ça y est, l'aventure commence, j'ai mon chariot avec les bagages, il y a mon fils qui court devant moi, qui ouvre la porte de l'aéroport, ça y est, l'Amérique, et il tombe devant un flic américain, puis il me regarde comme ça. Puis il se retourne vers moi, puis il veut me dire quelque chose. Puis il pense que le flic va le comprendre, va l'entendre. Alors il se tait, et il essaye de me parler avec les yeux. Puis c'est avec les là, ça fait un truc de... Puis moi, j'ai vu ce qu'il a vu, tu vois, j'ai franchi la porte aussi, j'ai vu ce qu'il a vu. Et puis, celui-là, j'ai fait, oui, t'as bien vu ce que t'as vu. Le policier américain, le premier américain que tu découvres devant toi, il pèse entre 250 et 300 kilos. Sûrement un policier qui a été embauché pour courir après les voleurs qui font entre 300 et 350 kilos. Parce que comme ça, il est surgrave. J'étais pas sûr qu'elle fasse rire ça. Parce que là, si vous voulez, ça c'est l'autre problème par rapport à la nutrition que nous avons dans notre monde, c'est la malbouffe. Ça s'appelle les AUT, aliments ultra transformés. Les barres de céréales, les charcuteries avec des tas de mélanges qui sont dedans. Il y a une étude de l'INSERM qui est parue en février, enfin que j'ai vue en février dans Que Choisir, qui dit que quand on prend une population de plus de 50 ans et qu'on introduit plus de 10% d'AUT dans l'alimentation, la mortalité augmente de 14%. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, ils nous proposent des produits tout faits. C'est plus facile, hein, c'est plus pratique hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les AUT, franchement, moi je me demande ce qu'on peut faire avec les AUT. Moi, toutes ces informations que je vous donne, celles-là et d'autres, parce que je vous assure, là, quand j'ai commencé à écrire cette conférence gesticulée, j'imaginais pas ce que ça allait être. Parce que je pensais que ça pouvait être simple, mais en fait, j'ai commencé à tirer un fil, et c'était comme ouvrir une boîte de Pandore. C'est-à-dire une boîte où sortir toutes les misères du monde. Je tirais un fil et c'était ramifié, une telle ramification partout. Alors, j'avais de quoi faire une conférence de 5 heures. Et je me suis dit, non, pour ma première conférence, je vais quand même pas concurrencer Franck Lepage. Pas dès le début, pas le premier jour. Non, je vais essayer de réduire le message, de simplifier et d'aller à l'essentiel que j'ai envie de dire. Comme ça, déjà il fait chaud, on va éviter de rester pendant 5 heures. Et je vous assure, j'ai essayé d'élaguer, j'ai essayé d'enlever un maximum de choses. Il est possible que ce que je vous dise vous rappelle des choses, des sujets que vous avez entendus. Je m'excuse par avance si je parle d'autre chose. Enfin, si j'évite tous les sujets, ça va être impossible. Impossible de parler de tous les sujets parce que je veux me concentrer sur un message que je veux vous dire. Moi, si j'ai réussi à tenir pendant toutes ces années, avec toutes ces nouvelles, avec tous ces genres d'informations, eh ben, c'est un peu grâce à un village peuplé d'irréductibles Gaulois qui résiste à l'envahisseur. Et par exemple, en 73, début mars 73, j'ai eu une information par la télévision, comme quoi il y avait un village indien qui était assiégé par l'armée américaine. Et comme le sujet m'a intéressé, j'ai fini par documenter. C'est une histoire qui est arrivée dans la réserve indienne de Pine Ridge. C'est dans le sud du Dakota, c'est le territoire des Sioux Oglala.
Et sur ce territoire, en fait, la réserve, comme toutes les réserves indiennes, elles sont administrées par des Indiens. Mais il y a des Indiens qui sont acquis à la mentalité occidentale. Donc ceux qui sont en place, eh ben, ils ont une utilisation mafieuse des fonds de la réserve. Seulement ça s'est vu. Alors les habitants de la réserve, ben, ils ont essayé de discuter, ils ont essayé de changer les choses, ils ont fait appel au gouvernement fédéral. Rien n'a été possible. Et à l'époque, début des années 70, il y a eu des mouvements noirs qui ont lutté pour leurs droits, et il y a des Indiens qui ont commencé à se politiser. Et il y a un mouvement indien qui s'appelle l'AIM, American Indian Movement, le mouvement des Indiens d'Amérique. Ils sont appelés à la rescousse pour une réunion. Et au cours de cette réunion, c'est tous les gens de la communauté qui veulent participer à la prise de décision. Le dernier qui a parlé, c'était le chef traditionnel. C'est lui qui a repris la vote. Et il décide l'occupation armée du village. Donc le lendemain matin, 200 Indiens dans les voitures, ils investissent le village, ils barrent les routes, ils barrent l'accès du village, ils pillent le comptoir des affaires indiennes, tant qu'à faire, ils pillent aussi l'épicerie du village parce qu'ils vont avoir besoin de vivre, et ils prennent des otages. Et ils annoncent on libérera les otages quand 2 sénateurs viendront de Washington pour négocier. L'armée encercle le village, je fais court, plein de coups de théâtre, mais l'armée finit par encercler le village. Les sénateurs viennent pour libérer les otages au bout de 2 jours. Vous connaissez le syndrome de Stockholm ? Vous savez ce que c'est ? C'est quand quelqu'un qui a été otage prend fait et cause pour celui qui l'a pris en otage. Et bien là, c'est le syndrome puissance 10. Les sénateurs arrivent, ils se font engueuler par les otages. Cette situation, c'est de votre faute, vous n'auriez jamais dû laisser faire ça. Maintenant, vous venez nous chercher, on va laisser les Indiens face à l'armée, mais on sait trop bien comment ça risque de se passer. On est solidaires des Indiens, on reste. Les sénateurs se barrent, ils laissent l'armée jouer son rôle. L'armée pose un ultimatum. Les Indiens, il y en a qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui ont fait la Corée, il y en a qui ont fait le Vietnam. Ils se retranchent dans le village. Mais retranchés littéralement, ils ont creusé des tranchées. Et puis, ils ont le sang de leurs ancêtres qui coule dans leurs veines. Alors ils disent Hokahe, c'est un beau jour pour mourir. Ils n'ont rien à perdre, ils sont prêts à se battre. L'ultimatum se déroule, arrive à son terme. Est-ce que l'armée va attaquer et investir le village ? Les Indiens avaient quand même un atout dans leur manche. Le village qu'ils ont investi s'appelle Woundedney. C'est un village sur le territoire duquel il y a eu un massacre en 1890. Sous prétexte de désarmer les tribus indiennes pour rétablir un calme qu'on espère, qu'on souhaite et qu'on doit imposer. Il y a un campement indien qui se situe entre 2 collines. L'armée prend position. Ils envoient des soldats désarmer les Indiens et une dispute éclate, un coup qui est tiré. L'armée ouvre le feu. Et il y a entre 200 et 300 hommes, femmes et enfants qui vont être abattus par l'armée américaine. Et 4 jours après, ils vont être enterrés ensemble dans une fosse commune. C'est le dernier massacre des guerres indiennes, un symbole. Suite à ça, l'administration américaine, elle enlève les enfants à leurs parents, elle les envoie dans des institutions dans l'Est, des institutions paramilitaires, pour éduquer les enfants à la mode occidentale. Ça a duré jusque dans les années 1960. Donc, on est dans un village symbolique, et qui est la plus puissante du monde. Eh bien, elle ne fait rien. Elle reste autour du village à assiéger les Indiens. Alors, c'est une histoire où il y a eu plusieurs péripéties. Par exemple, ils ont accepté de négocier, ils demandent à ce qu'il y ait des émissaires qui viennent à Washington. Quand ils arrivent, on leur dit vous libérez le village, puis on négocie après. Ils sont repartis. Et il y a l'armée qui arrive à nommer un nouveau négociateur. Et lui, il fait partir tous les journalistes. À nouveau, on n'a aucun témoin de ce qui pourrait se passer. Et c'est à quelques centaines de kilomètres de là, à Hollywood,
c'est le moment de la remise des Oscars. Marlon Brando doit recevoir une récompense pour son rôle dans Le Parrain. Il a envoyé sa femme, qui est une indienne. Elle est en tenue traditionnelle, elle monte sur la scène et elle dit que Marlon Brando refuse la récompense parce qu'il soutient le mouvement à Ouagadougou. Donc à nouveau, les caméras reviennent et commencent à filmer. Le siège a duré fin février, a duré en mars, a duré en avril. C'est un siège qui est long et qui est en plus dans une région difficile. On est dans les montagnes. Il y a des photos, il y a des tas de photos où il y a de la neige. Puis après, il y a du soleil, la neige fond, la neige revient, il y a du brouillard. Alors les médias américains, ils avaient envie de faire des belles photos pour communiquer. Les Indiens, ils vont tenter de déclarer la réserve de Pine Ridge nation indépendante et souveraine et traiter directement avec l'ONU. Ça n'a pas marché. Et puis le temps passe, ils commencent à avoir faim. Ils n'ont plus rien à manger. Il y a un soir dans une ferme, ils trouvent du son qu'on donne pour les veaux. Ils en font des galettes, ils le mangent. L'armée américaine, elle est en place. Ils ont des snipers, des tireurs. Ils vont tirer 500 000 cartouches. Et de temps en temps, réussir à battre un des résistants. Mais ils ont faim et des cyberéditions. Ils vont rendre le village. Alors le soir, ils font une grande fête. Et puis, comme on est dans les montagnes, le ciel se couvre de nuages. Le brouillard tombe. Un brouillard où on ne voit pas plus de 5 ou 10 mètres. Et là, les Indiens ils se disent, c'est notre chance. On va essayer de passer à travers les nuages. On va éviter de tomber sur les troupes américaines. Et dans le documentaire, il y a une témoin de l'époque qui raconte qu'au loin, ils ont entendu une chouette. Ils ont suivi les ululements de la chouette et ils sont tous sortis du village assiégé. Et au lendemain matin, l'armée américaine, la première armée du monde, a trouvé un village déserté, vide. Ça fait du bien, genre d'histoire. Non ? Oui. Enfin bon. Noah, Wichita to Kimura, Bulraniko, Bulraniko, hey, Noah. War spirits feet are swinging round my head. Make me feel glad that I'm not dead. Wichita to Kimura, Bulraniko, Bulraniko, hey, 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 Noah. Les pieds des esprits du combat dansent autour de ma tête. Je suis content d'être en vie. Wichita to Kimura, Bulraniko, Bulraniko, hey, 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 Noah. Un des intérêts pour moi de vous parler des Indiens dans cette conférence gesticulée, c'est parce que les Indiens Sioux Oglala, dans cette région des États-Unis, quand ils ont été en contact avec les Blancs, eux, ils en étaient au stade des chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient avec la nature. Ils cueillaient des fruits, ils les faisaient sécher et ils tuaient des bisons. C'était leur mode de subsistance. Ils faisaient des chasses après avoir demandé aux esprits leur bénédiction et ils tuaient seulement ce dont ils avaient besoin. Seulement le nombre d'animaux qui étaient nécessaires à la survie de la tribu. Et ils utilisaient entièrement le bison. Entièrement. Ils prenaient la peau pour faire des vêtements, pour faire les tipis. Ils prenaient les vessies pour pouvoir transporter de l'eau, faire des réservoirs. Et ils prenaient la tête avec les cornes pour pouvoir faire des coiffes. Ils prenaient les tendons pour faire des arcs. Ils prenaient les nerfs pour faire de la couture. Parce qu'ils cassaient les os pour faire des aiguilles ou différents instruments. Ils utilisaient entièrement le bison. Et ils remercient à chaque fois les esprits pour le sacrifice des animaux. Et les Américains, les premiers blancs, les cow-boys qui sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait énormément de bisons sur la prairie. Ils les ont tués à coups de fusil.
les Indiens ils chassaient à l'arc. À dos de cheval, à l'arc. Ou alors en hiver, ils avaient des... On les voit sur les peintures de Georges Caquelin, ils se revêtaient par exemple avec des peaux de loup, ils avançaient à quatre pattes pour s'approcher des bisons et les tuer avec une flèche. L'homme blanc arrive avec des fusils et il tue les bisons par centaines. Et les bisons, ils les utilisent uniquement pour la peau, puis aussi pour faire des conserves avec la langue. Langue de bison, ça se pique. Et ils ont laissé les carcasses des bisons pourrir dans l'après-midi. Deux modes de civilisation différents. Mais les Indiens, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, ils vivaient comme avait vécu Cro-Magnon au Paléolithique. Ils vivaient comme vivaient nos grands-pères. Alors bon, alors peut-être, il y a des gens dans la salle qui pensent que je fais un peu de l'anti-américanisme. Et peut-être. Et en fait non, c'est-à-dire qu'il y a des gens bien aux États-Unis. Par exemple, mes cousins. Ils sont contre Trump. Vous savez ce qu'il me disait sur Trump? Il me disait, c'est marrant, les Américains, donc ils ont vu Donald se présenter, ils ont compris qu'ils votaient peut-être pour Picsou, finalement ils ont eu du tango. Non, il y a des gens bien aux États-Unis, il y a des gens qui essayent de faire en sorte que ce soit un peuple aussi cultivé que les autres. Donc ils ont fait des échanges culturels avec l'Europe notamment, et ils ont emprunté des œuvres d'art. Pendant 2 ans, ils ont tourné. Alors, c'était une grosse opération qui était sponsorisée entre autres par l'agro-industrie. Par exemple, ils avaient emprunté le David de Michel-Ange qu'on pouvait voir à Florence. Donc maintenant, il y retourne, le David, après 2 ans de tournée aux États-Unis. Ouais, non, d'accord. Bon, piège, je m'enfonce. Bon, alors, ça va, vous tenez le coup? Oui. Parce que maintenant, on va faire un genre de trou normand. C'est le moment où je vous ai préparé un gratin de chiffres. C'est une conférence, il faut y passer par là. Alors, petit gratin de chiffres, des chiffres, Les chiffres, on veut des chiffres, tous des chiffres, Voilà, c'est la maladie du moment, la croissance, la décroissance, on veut des chiffres. Alors, en 1900, un paysan, il produit pour se nourrir et il a un surplus qu'il va vendre. Il produit pour 1 personne et demie. Pour 1 et demie. Bon. Le remembrement, le plan Marshall passe par là, on augmente la productivité, patati patata. Maintenant, un producteur agricole, un paysan, produit pour environ 100 personnes. Ouais, ça a marché, la productivité, on a gagné. Attends, on va pondérer les résultats. Selon la police ou selon les manifestants. En 1900, un paysan, il injecte 1 calorie par son travail et la terre lui rend entre 4 et 10 calories. Maintenant, un paysan, par son travail, il injecte 1 calorie, et puis avec son tracteur 1 calorie, et puis avec ses engrais 1 calorie, et puis avec ses pesticides 1 calorie, et il obtient 1 calorie de production. Alors on me dit que l'agriculture, c'est 20% des gaz à effet de serre. 20% des gaz à effet de serre. Oui, pour avoir des gaz à effet de serre, donc il faut avoir des pesticides, il faut avoir des engrais, il faut avoir un tracteur. En France, il y a 100 000 paysans qui ont des tracteurs. Et puis si on veut regarder tous ceux qui travaillent la terre de la manière occidentale, on va avoir quoi? On va avoir quelques millions de producteurs qui utilisent les machines. Après, on a aussi des producteurs qui ont un âne, un cheval, un bœuf pour tirer la charrue. Ça, il y en a, on va dire, une petite centaine de millions, dans le monde. Puis après, il y a le reste, ceux qui ont juste leurs 2 bras, leurs pioches, pour travailler la terre. Et ça, il y en a près d'1 milliard. C'est toi qui as fait les 20% de gaz à effet de serre, c'est qui d'abord? C'est qui de vous 3 qui a fait les 20% de gaz à effet de serre? En plus, dans nos pays, on a une chance, on a les transports. Les transports pour les aliments, pour nos magasins, nos supermarchés. Donc les transports pour la nourriture additionnés
au gaz à effet de serre de l'agriculture, à mon avis, ça fait beaucoup plus de 20% de gaz à effet de serre. Parce qu'on a quand même la chance. On peut trouver des produits n'importe quand et des produits qui viennent de partout. On a aboli les saisons, on a aboli les distances. Hein? On peut trouver des fraises en décembre. On a de la variété. Voilà, si vous voulez, des fois, on discute avec nos femmes. Par exemple, l'an dernier, début du mois de mai, il faisait chaud. Puis elle arrive, elle est toute contente, elle arrive à la maison, elle est toute contente. Elle dit, j'ai trouvé de quoi faire un bon dessert. Et je sens ça c'est un achat spontané. La spontanéité au moment des achats, c'est important. Bon, il y a quelque chose qui nous fait envie, hop, il y a quelque chose qui nous fait envie, on l'achète, on le prend, hop, on y va, là. Donc elle m'annonce, j'ai un bon dessert pour ce soir, j'ai trouvé du melon. Allons. Chérie. Je suis gêné de dévoiler mon intimité comme ça. On se parle comme ça à la maison. Et d'où c'est qui vient donc ton melon? Et là, en toute innocence, la femme qui dit, c'est un melon charentais, il y a des Charentes. Allons, chérie, c'est pas la saison en Charente. Mon charentais, c'est une variété. Puis cette année encore, elle m'a fait un coup similaire. Le 15 mai, il faisait chaud. Et pareil, là, ça y est, j'ai trouvé un truc pour le dessert ce soir. J'ai trouvé de la pastèque. J'étais content. Puis moi, chérie, tu sais qu'elles viennent des pastèques. Ah, je sais d'où qu'elles viennent du pays des pastèques. Elles ont été faites à Pastéquistan, dans le Pastéquistan. Non, mais il faut bien rire un peu. Parce que j'ai encore des chiffres, ça va? Si vous en avez marre des chiffres, vous le dites. Mais le problème, c'est qu'il y en a encore, il faut finir. Alors, la part des ménages. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, la part du budget des ménages, 35% est passée à 17%. Baissé de moitié. Et on peut acheter maintenant, on achète moins de pain, moitié moins de pain, mais on achète 2 fois plus de viande, 2 fois plus de légumes, 4 fois plus de fromage. Parce que c'est moins cher. On peut l'acheter. Ben oui, comme on a fait de l'agriculture intensive, on inonde le marché avec nos produits. Donc ça se vend moins cher. Et puis en plus, c'est des produits qui sont avec moins de nutriments. Les nutriments, c'est ce qui est nourrissant dans les tomates. Prenez une tomate, vous savez, les tomates industrielles, c'est toutes les mêmes. Vous prenez les tomates bio, chacune est différente. Là, dans la salle, chacun est différent. Donc je pense que vous êtes tous bio. Donc il y a moins de nutriments, moitié moins de nutriments. En 30 ans, les nutriments ont baissé entre les tomates industrielles et les tomates bio. Alors ça, c'est une idée, c'est un chiffre que je vous mets dans la tête. Moi, je vous propose de faire l'expérience. Prenez une tomate industrielle, vous la mangez, vous en mangez. La sensation que vous avez à ce moment-là. Puis vous prenez des tomates bio, vous mangez. À quel moment vous avez envie de vous arrêter de manger? À quel moment la sensation juste d'être rempli ou juste d'être satisfait? Ça, c'est pas un chiffre. C'est votre estomac qui va vous dire ça. Là, je me sens bien de manger ça. Mon producteur de viande de porc, je prends une demi-tranche de jambon. C'est des cochons qui ont été élevés en plein air, qui ont été élevés dans la nature. Il leur a parlé, il a discuté avec eux. Une demi-tranche de jambon, je me sens satisfait. Pas juste rempli, je me sens satisfait. Ça, c'est un peu au-delà des chiffres. Et puis, alors après donc, comme les produits se vendent moins cher, comme par exemple les producteurs de porc en Bretagne, ils ont vendu tous trop de porc, mais ils ne gagnent plus leur vie. Les maraîchers ne gagnent plus leur vie.
on a une catégorie socio-professionnelle qui gagne moins, parfois, que le seuil de pauvreté. C'est dans notre pays. C'est chez nous que ça se passe. Et puis aussi, on a une catégorie socio-professionnelle où le taux de suicide est 25 à 30% plus élevé que dans d'autres catégories socio-professionnelles. Alors, quand on achète, c'est aussi politique. C'est aussi politique parce que le monde politique prend des décisions pour nous. On a la PAC, la politique agricole commune, comme décision politique. 45% du budget de l'Europe, 145 millions d'euros, 200 euros par habitant. Vous les avez vus, la couleur des 200 euros? C'est pas dans votre poche. Ça a été donné aux agriculteurs qui y ont droit parce qu'ils ont rempli le dossier. 85% de l'enveloppe des subventions est donnée à ceux qui ont de la surface ou qui ont des troupeaux immenses. Manque de peau, vous êtes en Savoie, vous avez 3 vaches, vous avez droit à rien. 15% de l'enveloppe est donnée à des producteurs bio. Donc l'Europe le donne à la France. Et la France, en fait, elle n'a pas réussi à traduire en droit français le droit européen. Depuis 4 ans. Il y a des producteurs qui attendent la subvention depuis 4 ans. Et puis comme l'Europe, c'est bien foutu, si la subvention n'a pas été donnée, il faut la rendre. Donc la France va se retrouver dans l'état schizophrénique d'avoir à rendre une subvention, puis de la donner parce que les producteurs l'attendent quand même. C'est qui vont le prendre. C'est qui vont le prendre. Voilà. Alors après, on a des trucs qui sont super intéressants, comme le GATT, les échanges commerciaux, l'OMC. Et ça, par exemple, on a aussi des situations que moi je trouve schizophréniques, c'est-à-dire que grâce à des actions de désobéissance civile, on n'a aucun OGM en France. Donc on l'achète qui vient d'ailleurs. Par exemple au Brésil. Au Brésil, vous voyez, il y a la grande forêt, ils viennent avec les bulldozers et ils font tomber la forêt, pouf, pouf, pouf. Puis là, ils demandent cette terre appartient à quelqu'un, est-ce que quelqu'un a un papier pour dire que cette terre lui appartient? Non, personne. Cette terre est à moi, je vais planter du soja OGM, puis je le revends en France. Je pense qu'il est inutile que je vous présente Raoni, qui vit dans la forêt brésilienne. Raoni Mectoutire, qui vit dans le Mato Grosso, la tribu des Kayapo. Puis la fin des années 70, il y a eu des reportages sur lui et il est venu à travers le monde. Il est venu rencontrer les hommes politiques pour parler des problèmes sur la destruction de sa forêt, sa forêt qui est à la fois son habitat et aussi son lieu de survivance, dont il tire la nourriture. Raoni, il est né dans les années 30 et le premier homme blanc qu'il a rencontré, c'était en 54. Pendant 24 ans, il a vécu en dehors de la civilisation occidentale. Et comme il est chef de sa tribu, alors il a le plateau labial, il a la coiffe, il est chef de sa tribu, mais il a aussi été reconnu comme diplomate et ambassadeur de la part d'autres tribus qui vivent dans la forêt amazonienne. Et il a été connu aussi grâce à des gens du show business qui l'ont soutenu, des gens comme Sting dans les années 90, et qui après ont monté des associations en Europe ou aux États-Unis pour soutenir les Indiens, les soutenir dans leur tentative de préserver leur habitat. À l'école, on me disait, l'Amazonie, les forêts tropicales, c'est le poumon de la Terre. C'est là que le CO2 est absorbé, on fait de la matière végétale, et c'est là où l'oxygène est libéré. L'Amazonie a diminué de moitié. Donc actuellement, on ne respire qu'avec un seul poumon. En 2015, Raoni, avec d'autres caciques, d'autres tribus d'Amazonie, puis des tribus d'Amérique du Sud, ils ont créé l'Alliance des gardiens de la Terre-Mère. Et maintenant, c'est une alliance qui s'étend sur 5 continents, plus de 30 pays. Donc il y a des Maoris, il y a des Kanaks, il y a des Maasai, il y a des Navajos. Et là, à côté de lui, donc, vous voyez Mandia Kepanga. Lui, il vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est là où on arrache la forêt pour faire planter des palmiers et de faire de l'huile qui permet de faire des tartines de chocolat.
Donc il est passé en France il n'y a pas longtemps. Alors, quand on est dans une conférence gesticulée, on essaye aussi de parler des solutions. Alors moi, il y a une solution que j'ai trouvée, à laquelle j'ai adhéré très rapidement, sur l'idée. C'est une solution qui est née suite à ce qui s'est passé dans l'OMC, les accords de l'OMC qui étaient négociés fin des années 90. Il y a des gens en France qui se sont réunis et qui ont essayé de faire une proposition qui s'appelle, alors déjà le regroupement s'appelait Alliance PEC, Paysans, Écologistes, Consommateurs. Et la proposition qu'ils ont faite, c'est les AMAP. Alors quand je dis AMAP, je suppose que la plupart des gens ils voient un panier de légumes. Oui, mais dans ce panier de légumes, on peut ajouter des œufs, on peut ajouter du miel, on peut ajouter des pois chiches, de la farine, on peut ajouter du pain, de la viande de porc, de la viande de bœuf, de la volaille, du poisson dans certaines AMAP dans l'ouest de la France. On peut rajouter, je parle sous l'autorité du président du mouvement des AMAP. On peut mettre des fromages, on peut mettre des fruits, des fruits d'été, des fruits d'hiver, du savon. Et l'idée du panier, en fait, c'est une idée qu'elle était bonne et qu'elle a plu et qu'elle a été pillée. L'idée, c'est que ce panier vienne d'un circuit court, un producteur local. Et tout le monde s'empare avec cette idée, au-delà du mouvement des AMAP. Par exemple, le département de l'Isère a organisé des distributions de paniers au sein de l'hôtel du département. J'ai fait une formation sur Lyon, je prenais le train à la gare de Jean Massé 2 fois par semaine. Les gens, au moment de monter dans le train, ils récupéraient un panier qu'ils avaient réservé par Internet. Moi, j'ai même ma fleuriste dans mon village, chez qui je peux récupérer un panier de légumes du moment que je m'inscrive par Internet. Donc l'idée, elle était bonne. Sauf que l'idée du mouvement des AMAP, c'est sans intermédiaire, en direct, du producteur au consommateur. Parce qu'on veut proposer, le mouvement des AMAP veut proposer un nouveau modèle de société. Donc sans intermédiaire. Ah oui, s'il y a des intermédiaires, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi. Il y a par exemple je ne sais pas comment on dit, une société là, qui vend des paniers par Internet. Donc vous réservez 10-15 jours avant, vous allez payer. Il y a le jour de la distribution, vous cherchez les produits que vous avez réservés, mais le producteur, il est payé 10-15 jours après. Donc il s'est passé au moins 3 semaines. Où est l'argent? Dans une banque au Luxembourg. Est-ce qu'on veut continuer à faire marcher le système économique du profit qui est en train de pourrir la terre? Donc la proposition, c'est en direct avec le producteur. On a le producteur en vis-à-vis, on passe un contrat avec lui. Alors ça, il n'y a aucun autre mouvement qui a allé jusque-là. On s'engage avec le producteur. Ça veut dire qu'on passe un contrat avec lui. Lui, il reçoit la trésorerie. Il a 6 mois de trésorerie d'avance. Il sait qu'une partie de sa production va être vendue. Et il est sécurisé dans sa situation. Du coup, par exemple, à la MAP de Villefontaine, on a aidé un jeune à s'installer en bio, un maraîcher bio, on l'a aidé. Alors, on n'est pas tout seul. Il y a eu aussi la MAP de Bourgoin qui a aidé à son installation. Mais quand il a commencé, il était assuré de sa production. Puis en plus, le mouvement des AMAP, c'est un mouvement d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un mouvement qui dit que tout le monde a les capacités, le savoir, les connaissances. Pour un peu qu'on sollicite. Par exemple, on a on a re-rédigé la charte des AMAP en 2012 en 2014. Et toutes les AMAP ont été sollicitées. C'est pas juste 4-5 mecs dans un bureau à Paris qui ont dit on va faire ça et on va le faire voter par les autres. Tout le monde a été sollicité, tout le monde a pu participer à l'élaboration de la nouvelle charte. Puis ce qui est bien à la charte dans le mouvement des AMAP, c'est qu'il y a des idées qui ont infusé dans la société. Par exemple, l'idée de l'autosuffisance alimentaire. Ils en parlaient il y a 20 ans, maintenant, ils en parlaient dans le mouvement des AMAP il y a 20 ans. Maintenant, il y a des hommes politiques qui en parlent à la métropole de Lyon. Et ils veulent étendre ça sur le territoire Rhône-Alpes. C'est-à-dire, on a Auvergne, pardon. Je n'ai pas l'habitude encore. L'idée, c'est est-ce que le territoire est autosuffisant?
Est-ce que ce qui est mangé est produit sur le territoire? Le pétrole, la France n'a jamais été autosuffisante. Le nucléaire non plus. Mais au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on est autosuffisant? Est-ce qu'on veut aller vers l'autosuffisance alimentaire? Ah, oui, alors, il y a une image que j'aurais pu vous montrer. C'est en cherchant une image où je voyais Mondiac Ponder, parce qu'il est passé à l'Institut Lumière en mars. En cherchant des photos de lui, j'ai trouvé une photo d'un groupe de papous. Puis quand je voyais la photo, je me rappelais le texte. Nos costumes bleus et gris ne font, et toutes les expressions de notre civilisation ne font pas que masquer la nature, ils la réduisent. L'homme vivant dans toute sa simplicité et sans aucun artifice. Voilà le plus beau modèle. Alors, dans les solutions, les autres solutions qui existent. Avant de commencer à les égrener, je voulais vous montrer cette phrase qui est attribuée des fois à Sitting Bull, des fois à Geronimo. Internet, quand tu le tiens. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Certains d'entre vous, quelles pourraient être les pistes qui pourraient nous sortir de la situation et la schizophrénie dans laquelle nous sommes? Il y a le passage au bio, il y a plein d'agriculteurs, de paysans qui reviennent à faire du bio, qui font leur mea culpa, qui regrettent d'avoir utilisé autant de pesticides. On a la permaculture, associer des plantes entre elles pour qu'elles se protègent des nuisibles. Je trouve ça assez fascinant. Ça veut dire arrêter d'utiliser des produits. Il y a aussi ce que j'avais vu, alors mes parents ils sont allés passer leur retraite en Alsace, au pied du vignoble alsacien. Et au bout de 6 mois, ils connaissaient tout le monde dans le village. Et on se baladait dans les vignes avec eux. Et avec mes parents, je me baladais avec eux. Et il y avait un des viticulteurs qui était en train d'arracher les pieds de vigne. Puis il nous a salués. Ouais, salut, ça va? Alors, comment vous allez? Et puis on discute avec lui un moment. Puis, moi, je me demande, vous faites quoi là? Vous êtes en train d'arracher les pieds de vigne? Vous allez faire quoi? Vous êtes une nouvelle maison, un nouveau hangar? Vous avez pris le temps? Alors tu comprends là. Ça fait des années, on travaille, on veut faire tout le temps la quantité, on n'arrive à rien avec ça. Moi, je vais planter un pied de vigne sur 2. Maintenant, je vais faire de la qualité. Et il y en a qui se mettent à faire de la qualité, juste en diminuant la production. Puis il y en a en passant au bio aussi, ils veulent faire de la qualité. Les producteurs de lait, vaches laitières, au lieu d'avoir 200 vaches qu'il faut traire à la chaîne avec les machines, ils en ont plus de 80 qui font du bio. Et sur leur terrain, ils vont faire leur propre ensilage. Et même, ils vont embaucher. Et ça, moi, je trouve que c'est une solution qui n'a jamais été avancée aux hommes politiques. Jamais suffisamment avancée. Les hommes politiques, les députés, ils veulent protéger dans leur département l'emploi. Développons le bio, aidons le développement du bio. On pourrait développer l'emploi. Alors après, il y a tous les gestes quotidiens que je fais. Parce qu'un jour, il y a un gars qui a dit « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. » En plus, c'est lui qui a fait les Restos du Cœur. Un endroit pour que tout le monde puisse manger. Voilà. Alors moi, il y a des produits que je boycotte depuis des années. Je dis « Rabbi, c'est mal compris, quoi. » Si les gens pensent qu'ils sont des colibris. Peut-être qu'on est des éléphants. Et peut-être qu'à nous tous, on sera un troupeau d'éléphants qui pourrait éteindre l'incendie dans les forêts. Après, au-delà, parce que continuer à acheter certains produits qui viennent de l'agro-industrie, c'est les cautionner. Donc le boycott, c'est passé à un autre stade. Et puis aussi, alors après, il y a différents niveaux où on peut travailler. Il y a un niveau que j'ai découvert dans la conférence de Camille, mais je ne sais plus son nom de famille. Camille Pasquier, sur les violences quotidiennes ordinaires.
Olivier Morel dans son livre qui dit, oui, la nature de l'homme est bon. Et Camille, elle explique très bien dans sa conférence que par les violences violences éducatives que nous avons sur nos enfants, violences répressives, nos enfants, ils ont un déficit d'être, des choses qui n'ont pas été reconnues, et du coup, ils vont nous compenser par l'avoir. Et une grande partie de ce qui est en train de se passer dans le monde pourrait avoir comme origine des gens qui sont blessés dans leur être. Alors c'est une notion qui est très difficile parce que ça va vous renvoyer forcément à l'éducation qu'on pourrait donner à nos enfants, à celle que vous avez reçue. Éventuellement à la notion de, faire aussi un chemin de cicatrisation de nos blessures, donc thérapie, développement personnel, des choses comme ça. C'est des notions, si on veut changer le monde, on peut aussi se changer soi avant de changer le monde. Après, j'ai choisi, pour avancer dans les solutions, j'ai choisi Paul Ariès, que j'ai vu en conférence, et qui disait à la fin de sa conférence, rappelez-vous que nous avons le nombre et l'intelligence collective. Des solutions individuelles, passer aux solutions collectives, ça je vous renvoie à l'excellente conférence de mon ami Xavier Renou sur sans haine, sans armes et sans violence, sur les actes de désobéissance civile. Et par exemple, je suis dans un pays qui est le 3e exportateur d'armes au monde, qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui va tuer des gens au Yémen. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le bateau qui arrivait pour charger les armes à Cherbourg, il y a des syndicalistes, il y a des élus, il y a des habitants qui s'y sont opposés. Le bateau, il a fait le tour, il a essayé de faire la même chose à Marseille. Et là, pareil, le chargement du bateau a été bloqué. On peut avoir une action. Ça s'appelle une action de désobéissance civile, action non violente. Thoreau, en 1850, à la même époque que Georges Catlin, disait que si c'est notre droit et notre devoir, s'il y a des choses qui sont faites qui sont injustes, c'est notre devoir de nous y opposer et de le faire savoir. J'ai bien appris ce qu'il m'a dit. Après, vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent que la Terre étant à un niveau de danger tel qu'il faut faire quelque chose pour la Terre, parce que ça sera pour nous. La Terre, elle n'a pas besoin de nous. Mes parents, avant d'habiter au Maroc, ils ont vécu en Côte d'Ivoire. Ils m'ont raconté qu'ils plantaient des poteaux télégraphiques. Donc ils prenaient un arbre, on en faisait un fût, on le plantait en terre et puis on faisait passer les lignes. Et la force de vie dans les forêts tropicales, tellement forte que les troncs reprenaient vie. La vie a une force au-delà de nous autres simplement. On peut tuer des choses, mais nous allons nous tuer. Oh, j'arrête. Voilà. Et puis alors, si on parle des progrès de la science, moi, il y a des découvertes qui ont été faites ces dernières années qui m'ont réjoui, qui m'ont ouvert le cœur, parce qu'on a découvert que les arbres communiquent. Par exemple, les acacias en Afrique, quand une girafe vient manger les feuilles d'acacia, les feuilles se remplissent de toxines. Déjà, ça a mauvais goût pour la girafe, mais les toxines s'envolent pour prévenir les autres arbres, que eux aussi produisent des toxines pour éviter les manger. Par les racines, on a fait des expériences, on s'est rendu compte que par les racines, en isolant un arbre, en lui mettant un prédateur, l'arbre doit fabriquer un truc là, pour devenir toxique pour le prédateur. On isole l'arbre, et par les racines et par le mycélium, qui est mêlé à d'autres racines, les autres arbres se mettent à produire les agents toxiques alors qu'eux ne sont pas agressés. Les arbres communiquent. Ça devient tout d'un coup, là on communique, moi je vous parle depuis tout à l'heure, vous rigolez, vous faites des réflexions entre vous, c'est la communication. C'est pas le propre de l'homme, c'est le propre du vivant, de communiquer. Voilà, alors pendant que j'étais en train d'écrire cette conférence, mais comment je vais faire pour arriver à dire tout ça, comment je vais faire, des fois il y a des... Puis comment je vais conclure. Alors des fois il y a des choses très belles de la vie, voilà. Entre ma femme et moi, il y a comme un mycélium, parce qu'elle a fait un atelier, elle ne savait pas ce que j'allais faire, elle ne savait pas que j'avais pas dit un mot.
Puis elle a fait un atelier de création artistique, puis elle est revenue avec une petite sculpture. Si vous voulez voir plus près, je peux passer le dessin. Une petite sculpture posée sur une feuille colorée. J'en ai un deuxième. Oui. Puis après, elle a continué, elle a fait des tableaux, alors des trucs grands. Elle m'a dit, amène-la, montre-la. Enfin, parce que je lui ai demandé, est-ce que tu m'autorises à les montrer à la fin de la conférence? Elle m'a dit, prends les tableaux directement. Non, attends, ça va être moins lourd si je fais des photocopies. Les couleurs sont pas belles, évidemment, c'est des photos comme ça. Puis elle a écrit un poème. Un texte qui va avec la première sculpture que j'ai fait passer. J'ai dit, mais attends, ça va exactement dans le sens de ma conférence, est-ce que tu m'autorises à la lire? Il y a un arbre dans mon jardin. Il a des milliers d'années. Si. D'ailleurs, ça se voit. Il est énorme. Il en a vu des visages. Il en a vu des vies. Il en a vu des rires, des larmes, des baisers d'amour. Il a vu aussi des bagarres, des guerres. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui prends soin de lui, qui lui parle, me caresse. On se comprend, on s'entend, on s'aime. Il a des racines immenses qui s'en mêlent à d'autres racines, qui voyagent jusqu'au bout de la terre. La terre-mère, qui nourrit toute chose, nourrit aussi mon arbre de toute sa splendeur. Moi, je me sens dans l'urgence de cette humanité qui va devoir faire face à une situation exceptionnelle. Je pense que nous sommes à l'heure où tous les habitants de la planète, quel que soit leur niveau d'évolution, qu'on en soit à notre civilisation moderne, orgueilleuse, qui pourra tout faire, tout savoir, une civilisation qui est bloquée dans la possession, qui est bloquée dans l'agir, et puis aussi les peuples autochtones, qui eux représentent un pôle plus féminin, un pôle qui va être plus dans rechercher l'harmonie et le lien. Je pense que nous tous, nous sommes face à une situation. Moi, je m'appelle Olivier. J'ai mes 2 pieds qui sont posés sur le sol, avec l'envie de s'y enraciner. Et puis mes bras qui se tendent vers l'horizon, vers les autres, puis vers le ciel. Je sais aussi qu'il y a des mauvaises influences. Je dois m'en protéger. Mais j'ai aussi et surtout la sensation que je suis sur un vaisseau spatial qui suit une trajectoire infinie dans les confins de l'espace, et que s'il y a un naufrage, il n'y aura pas de chalut. Et là c'est fini, on fait mort.